Un tiers des incidents sont des erreurs humaines aujourd'hui de criminalité en cybersécurité que ce qu'il y a effectivement dans le trafic de drogue dans le monde. Si on rajoute de la sécurité, ça va être plus long, plus compliqué, plus cher, etc. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer le contraire. Je suis Christian Amis, je suis membre de la Mêlée, je suis également administrateur de la Mêlée. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui? Ok. Avant de démarrer, je voudrais juste savoir, au moins ceux qui sont dans la salle, à distance je ne sais pas, mais ceux qui sont dans la salle, quels sont ceux qui n'étaient pas là ce matin? Non, alors à contrario, quels sont ceux qui étaient là ce matin? Ça fait du moitié-moitié, ok. Bon. Oui, je voulais essayer de rendre un petit peu interactif en fait cette présentation pour l'adapter à ce qu'on a entendu ce matin en fait déjà sur les métiers du numérique, etc. Donc je voulais, pour me présenter tout d'abord et pour reprendre un petit peu ce qui a été dit ce matin en termes de diversité de profils dans le numérique. Juste vous dire très rapidement qui j'étais. Donc je suis, comme vous le voyez, je ne suis pas tout jeune. Quand moi j'étais à l'école, on ne parlait pas de numérique. On avait à peine la télé avec quelques chaînes et c'est tout ce qu'on avait. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on peut y arriver aussi dans le cours d'une carrière dans ces métiers qui sont relativement nouveaux. Je suis issu d'une école de commerce, donc pareil, pas technique, ne me posez pas de questions sur du développement ou sur des choses comme ça. On peut y arriver également. Et puis, je me suis rapproché à un moment donné dans mon activité professionnelle d'une entité qui s'appelle la gendarmerie, qui m'a emmené faire derrière, auquel j'ai adhéré en tant que réserviste citoyen, m'occuper plutôt des problématiques de sécurité et de cybersécurité dans cette entité-là. Là-dessus, j'ai fait une formation, donc là, c'était il y a 5 ou 6 ans maintenant, le DU cybercriminalité de la fac de Montpellier, qui est une fac de droit. Donc on peut aussi faire du droit. Donc j'étais avec des magistrats, des enquêteurs, des policiers, des gendarmes, etc., tout en étant moi-même salarié d'une société industrielle informatique. Donc c'est pour voilà, c'était juste pour un petit peu paraphraser ce qui a été dit ce matin en termes de métier, d'évolution de métier, de complémentarité et de possibilité de rentrer dans cette filière par n'importe quelle voie, j'allais dire, puisqu'on arrive tous dans le numérique. Voilà, donc aujourd'hui, il a été prévu dans l'agenda d'aujourd'hui d'intercaler dans le Jobstick un autre événement qu'organise la Mêlée, qui s'appelle les rendez-vous de la sécurité numérique. Donc je vais en parler un petit peu, je vais vous dire un petit peu d'où ça vient, et prenez-le plus comme étant un exemple. On va aborder un des thèmes de cette sécurité numérique, et prenez-le comme un exemple effectivement autour du numérique, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on fait au niveau des territoires de l'Occitanie. Voilà. Tu peux me passer le slide suivant? Merci. Donc voilà, donc l'agenda, donc on va parler un tout petit peu des démarches et des constats. C'est ce qui était prévu dans l'ordre du jour. Les menaces les plus courantes. On ne traitera pas, parce qu'on n'a pas le temps, le phishing, l'ingénierie sociale, rançongiciel, etc. On va juste faire un petit zoom sur les mots de passe, qui est quelque chose qui intéresse tout le monde, quel que soit son profil, j'allais dire. Que ce soit un étudiant, que ce soit quelqu'un qui soit salarié d'une entreprise. Voilà, il y avait beaucoup d'étudiants ce matin. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants cet après-midi? Oui, d'accord. Bon, ok. Donc vous n'êtes pas encore forcément dans le milieu professionnel ou pas encore complètement intégré, mais bien que vous y soyez en alternance ou dans des stages ou dans des choses comme ça. Voilà. Donc on va en parler justement dans ces sujets-là. Et puis bonne pratique pour aller plus loin. Donc voilà ce que je vous propose comme menu. Donc vas-y. Donc la démarche en fait de la Mêlée, c'était de s'associer. Donc les rendez-vous de la sécurité numérique, c'est une série d'événements organisés par la Mêlée et Oxymore. En fait, il y a beaucoup d'entités sur la région qui font de la sécurité, de la cybersécurité, etc. Oxymore, c'est une association de grandes entreprises de la région. Donc les 4 membres fondateurs étaient ITCE, donc l'informatique des caisses d'épargne, IBP, informatique Banque Populaire, Météo France, je crois, et Pierre Fabre à Castres. Donc c'est 2 grosses entreprises qui ont décidé de se mettre ensemble leurs compétences autour de tout ce qui était cyber.
pour pouvoir effectivement derrière gérer de la recherche au niveau régional, etc. Bon, la mêlée, je ne vous fais pas de dessin, plus derrière des initiatives au niveau de la région comme nos partenaires Cyberrock avec qui on travaille, on a décidé de mettre en commun un certain nombre de discours de manière à ce que sur l'ensemble de tout le territoire de l'Occitanie, le discours soit cohérent et qu'il puisse être porté indifféremment par un expert de la mêlée, que je suis, quelqu'un de chez Oxymore, de Pierre Fabre, comme quelqu'un d'autre. D'où ces slides, puisque c'est un peu la garantie, j'allais dire, d'avoir le même discours porté dans tous les endroits sur des sujets de sécurité qui ont été travaillés en commun, en disant c'est ce discours-là qu'on a envie, je dirais, de donner à tout le monde. Voilà, donc les objectifs, c'est encourager les organisations à la cybervigilance, engager les petites structures vers la transformation numérique. Donc voilà, donc vous retrouvez à peu près les grands enjeux. Vas-y. Voilà. Donc l'idée, c'est les rendez-vous de la sécurité numérique. Donc c'est un peu le format, c'est un format géométrie variable, si j'ose dire, les rendez-vous de la sécurité numérique. Ça peut être des événements dédiés. Donc dans certaines entités, dans certaines régions ou dans certaines villes, les collectivités ou autres souhaitent faire quelque chose spécifique sur la sécurité numérique. Et dans ce cas-là, on va faire quelque chose de ciblé. Ou alors comme aujourd'hui, dans une manifestation existante comme Jobstick, mais il peut y en avoir tout un tas d'autres qu'organisent nos partenaires, on va insérer un des sujets à un moment donné comme étant un des thèmes potentiels. Sous-entendu, s'il y a un autre point qui va être fait, peut-être qu'à un moment donné, selon l'auditoire, si c'est des PME ou des gens comme ça, on va peut-être parler du phishing parce que l'actualité sera plus sur le phishing, mais on va toujours dérouler ce même type de présentation. Donc voilà la démarche. Vas-y. Alors, pourquoi on parle de cybersécurité et pourquoi on va en parler là? Alors, il y a des choses qui ont été dites ce matin déjà, donc je m'en excuse. Bon, le nombre de cyberattaques, le constat qu'on fait, donc très forte hausse sur les petites et les grandes entreprises. Bon, la cybersécurité, je ne vais pas vous dire, c'est pas que l'affaire des très gros. Ce matin, vous avez eu SecLab qui vous a parlé effectivement de la protection des infrastructures vitales, des armes, de l'armement, des choses comme ça, qui bien évidemment sont des cibles. Alors bon, mais je ne vais pas vous le cacher, vous le savez, la cybersécurité, c'est aussi, sont ciblées les PME. Qu'elles soient sous-traitantes de ces grosses entreprises, souvent les hackers vont passer par là, ou qu'elles soient même PME autonomes, puisque les hackers ne sont pas fous, ils disent ils n'ont pas les moyens de se protéger, donc on va aller bien évidemment attaquer les plus faibles. Voilà. Un tiers des incidents de cybersécurité sont la conséquence d'erreurs humaines de la part des collaborateurs. Alors c'est là où je reviens un petit peu sur votre statut, j'allais dire, d'étudiant ou alternant ou autre. Vous êtes quelque part immergé dans une entreprise, vous n'avez pas forcément une habitude de cybersécurité pour votre propre compte ou en tant qu'étudiant, etc. Mais vous allez arriver dans un univers qui, elle, doit effectivement faire attention. Donc c'est sachez qu'un tiers, quand on dit qu'un tiers des incidents sont des erreurs humaines, c'est-à-dire que c'est même pas volontaire, ça peut être un mauvais paramétrage, ça peut être une ouverture d'une pièce jointe d'un mail qui aurait jamais dû se trouver dans une boîte mail pro, ça peut être un mélange de PC pro et personnel parce qu'il y avait une urgence à traiter, tiens je transfère le fichier là-dessus parce que ça va mieux. Bon, c'est pas du tout de l'intentionnel, mais ça peut faire d'énormes dégâts. Donc ça fait partie effectivement de la cybersécurité. On ne parle pas forcément des gentils et des méchants, on parle aussi de ceux qui ne font pas attention ou qui font des erreurs. Voilà. Donc très grande majorité des entreprises françaises confrontées à la cybermalveillance sous différentes formes. On y reviendra un tout petit peu sur les types de formes. Des entreprises fragilisées par la situation sanitaire actuelle sont amenées à revoir leur mode de fonctionnement interne. Ça, vous l'avez entendu et vous l'avez vécu avec le Covid. Le fait de mettre les salariés en télétravail. Le fait, quand on est un commerçant, de se mettre à vendre sur Internet alors qu'on était avant en vente en boutique, par exemple. Donc il y a toutes ces pratiques qui ont changé. Se remettre d'une violation de sécurité coûte cher en temps et donc en argent. Et c'est surtout le chiffre en dessous qui est important. Ça, c'est un constat. 60% des PME qui ont été piratées font faillite au bout de 6 mois. Donc ça veut dire que ça ne coûte pas en temps et en argent simplement, ça peut coûter simplement la vie de l'entreprise.
Voilà. Et dans plus d'un cas sur deux sur les petites entreprises. Là, les gros qui ont les moyens de se protéger quand ils sont attaqués, ils ont aussi les moyens de s'en remettre, souvent. Les petites, elles ne l'ont pas. Donc voilà pourquoi on fait... alors ce que je vais vous dire, ça va être beaucoup du bon sens derrière, étant entendu qu'on n'est pas... On est... Comment dire on ne va pas demander à des gens d'investir le même montant que si on s'appelle la BNP, si on s'appelle Airbus, si on s'appelle le commissariat à l'énergie atomique, que si simplement vous êtes l'épicerie du quartier ou si vous êtes une PME avec 5 salariés. On ne va pas vous demander de mettre les mêmes types de sécurité. Par contre, en termes de comportement et en termes de logique, ça va être exactement la même qui va être derrière. Donc voilà, donc des fois du bon sens, des choses pratiques, des choses qui ne coûtent pas 1 euro, j'allais dire, en termes d'investissement, peuvent permettre d'améliorer considérablement sa posture de sécurité. Voilà. Alors on parle de sécurité numérique, juste pour rappeler un petit peu aussi ce qui a été dit ce matin. Alors je vais refaire un petit peu de rappel sur ce matin. On parle d'ensemble de moyens techniques et non techniques. Ce matin, dans les formations, dans les tables rondes, on a insisté sur le fait que la cybersécurité n'était pas nécessairement l'apanage de gens qui sont des profils techniques. Il peut y avoir tous les types de profils. Voilà. Donc, permettant à un système numérique de résister à des événements, donc intentionnels ou non. Quand on parle de cybersécurité, ce n'est pas forcément le méchant attaquant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être simplement une erreur qui a mis à genoux le système ou l'erreur qui a simplement, on le voit avec le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, un système qui a mis par erreur en ligne, en clair, un certain nombre d'informations personnelles. Donc typiquement, ce genre de choses, il n'y a pas de hacker derrière. Personne n'a voulu nuire à la société. Simplement, les données se sont trouvées à un moment donné en clair et quelqu'un les a vues, même s'il n'en a rien fait. C'est considéré comme un incident de cybersécurité, en tant que tel, puisque le RGPD impose des sanctions à ceux qui n'ont pas protégé des données à caractère personnel, même si personne n'en a gagné de l'argent ni rien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intentionnel ou non, susceptible de compromettre disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité des données. Donc voilà, donc c'est pour donner juste un petit peu l'illustration de ces aspects complémentaires. Quand on parle de cybersécurité, c'est pas que le monde des hackers qui vient rentrer dans un système et le démolir. Ouais, oui, voilà. Alors, la transformation digitale d'une entreprise dans nouveaux canaux de communication, d'échange que les cyberattaquants exploitent pour soutirer de l'argent. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, quand on parle de cybersécurité, vous avez différents niveaux d'attaque. Vous avez celui qu'on entend à la télé en ce moment, un pays qui va nuire aux infrastructures vitales d'un autre pays. Voilà, donc ça c'est typiquement, ça c'est le haut du pavé. C'est des attaques qui vont être effectivement extrêmement complexes à mettre en œuvre, qui vont prendre plusieurs années, qui vont prendre plusieurs équipes, qui vont se faire avec N rebonds sur des technologies différentes, etc. Ça, on parle effectivement de menaces, et en ce moment vous les avez, puisque les menaces n'étaient pas les mêmes l'année dernière. L'année dernière on parlait du Covid, etc. Aujourd'hui on va plutôt parler du conflit avec, j'allais dire, tout ce que ça peut générer derrière comme type de nouvelles menaces. Et puis vous descendez, vous avez le gros du milieu, j'allais dire, en termes de complexité, c'est la délinquance financière. Donc des gens qui effectivement trouvent que finalement je gagne plus d'argent avec de la cybercriminalité en bloquant un disque dur ou en allant piquer des données que ce que j'en gagnais avant avec du trafic de cocaïne. Puisque aujourd'hui il y a plus d'activités qui se fait, il y a plus de milliards d'euros aujourd'hui de criminalité en cybersécurité que ce qu'il y a effectivement dans le trafic de drogue dans le monde. Donc c'est devenu plus lucratif. D'autant plus qu'effectivement il n'y a même pas besoin de se déplacer, alors que dans l'autre cas on prend des risques quand même de se faire attraper en cours de route au moment d'un transfert, etc. En cybercriminalité, vous êtes au fin fond de votre pays, dans l'Est ou n'importe quel continent. Et puis vous pouvez commettre effectivement des choses. Et puis vous avez celui qui est, j'allais dire, peut-être de proximité. Donc beaucoup plus simple à mettre en œuvre, mais c'est simplement peut-être que dans une entreprise, un licenciement qui se passe mal, quelqu'un va vouloir saboter le système. Je vais même parler, pour vraiment donner des cas très très concrets,
Un divorce dans un couple qui se passe mal, peut-être que l'un est commerçant et l'autre est indépendant. Il peut y avoir un sabotage intérieur tout simplement parce que des mots de passe n'ont pas été respectés et on va nuire à l'activité de quelqu'un qu'on connaît qui est pourtant son compagnon, son enfant, son associé ou que sais-je. Donc en fait, les menaces sont nombreuses et surtout le nouveau risque qu'on a vu, c'est effectivement l'ouverture en mode panique, on va le dire comme ça, de toutes les entreprises en disant voilà, il y a le Covid qui arrive, il y a un premier confinement, c'était mars 2020, il faut que je continue mon activité à tout prix, il faut que je continue à travailler avec mes salariés. Et là, hop, on a ouvert des brèches phénoménales au niveau de l'ensemble des entreprises en très très peu de temps, parce qu'on s'était dit le rapport bénéfice sur risque, tant pis si je prends un risque, mais le bénéfice, c'est que je continue mon activité. Et ça a ouvert pas mal de choses parce que certaines entreprises sont restées sur ce modèle urgent et n'ont pas pris le temps derrière de consolider, restructurer et reprotéger. Voilà. Les menaces les plus courantes. La suivante. Voilà. Alors, quelles sont les menaces? Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, c'est bon. Donc, les menaces les plus courantes, on parle donc la fuite de données. J'en ai parlé, volontaire ou involontaire. Hein. Et les amendes peuvent être très fortes, même si c'est involontaire. Et avec le RGPD en particulier, les gens sont très vigilants là-dessus. L'ingénierie sociale, est-ce que vous savez tous ce que c'est? Oui, tout à fait. Voilà. Donc le fait de manipuler quelqu'un, de l'influencer, à partir de toutes les informations qu'on va retrouver libres sur les réseaux sociaux, on va monter une histoire, on va travailler une histoire sur cette personne, et puis derrière, une des conséquences, par exemple, c'est les faux ordres de virement qui partent parce qu'on a monté toute une histoire en se faisant passer pour le PDG de l'entreprise et en montrant qu'on connaît bien ses salariés. Donc c'est ce genre de choses. Le phishing. Bon, enfin, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure dans l'agenda qu'on peut faire un pavé de 35-40 minutes ou 1 heure sur chacun de ces sujets-là avec comment se protéger, comment se prémunir, etc. Attaque sur site web, voilà, typiquement attaque sur site web, alors pour vous dire aussi que ça n'existe pas qu'ailleurs, etc. Moi je prends toujours un exemple que j'avais vu avec la gendarmerie c'était en Lozère. Donc c'est pas un département les plus criminels de la région ni de France habituellement. Et c'était tout simplement un hôtel qui s'était fait hacker son site et les personnes utilisaient tous les gens qui entraient effectivement sur le site de l'hôtel pour proposer derrière des produits type Viagra, machin, etc. Inutile de dire que la réputation de l'hôtel n'était pas forcément terrible derrière. Donc voilà, on attaque le site d'un hôtel. Alors un hôtel familial, généralement ils vont pas forcément mettre des protections phénoménales sur ce genre de choses, mais c'est pour vous dire ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'ailleurs et ça n'arrive pas qu'aux gros. Voilà. Attaque sur les réseaux sociaux. Et le rançongiciel qui a fait beaucoup parler de lui et qui continue à faire beaucoup parler de lui et qui s'attaque aussi bien à des particuliers qu'à des très grosses entreprises. Voilà, la seule chose, c'est qu'ils mettent un montant de rançon qui est compatible avec le portefeuille de celui qui est en face. Voilà, c'est toujours le même sujet. On va attaquer juste un petit zoom sur les mots de passe. Vas-y. Voilà, vas-y, suivant. Alors, comme je vous ai dit, on a plein de thématiques qui ont été choisies dans ce groupe de travail avec Oxymore et La Mêlée sur les rencontres de sécurité numérique. Donc on va juste zoomer sur vous donner une petite illustration de ce qu'on peut proposer et comment on va attaquer sur ces mots de passe. Donc les attaques sur mots de passe, on parlait de numérique, mais tout n'est pas numérique. Le nombre de... il suffit de fouiller le bureau physique d'une personne pour obtenir ses mots de passe, à défaut surveiller la connexion au réseau. Bon, les mots de passe, ils sont souvent écrits à côté du PC quand vous rentrez dans une entreprise, ou alors j'ai déjà vu dans des usines, donc des choses qui sont critiques puisque c'est de la production, où vous avez effectivement le PC ancienne génération, marqué en gros « ne pas éteindre », le user ID et le mot de passe. En clair, en gros, affiché, des lettres qui font 3 cm de long, tout simplement pour dire ce système-là, il est important, il est vital, il est unique, et en plus, c'est généralement, comme c'est des usines, c'est sur un système qui n'est plus maintenu depuis des générations, un vieux Windows qui n'est plus maintenu, parce que dans les usines, on ne peut pas changer les choses tous les jours. Voilà, c'est ça qu'on voit quand on se promène physiquement dans certaines entreprises.
Voilà. Les attaques possibles. Alors, attaque à force, il faut comprendre les attaques pour comprendre pourquoi après on vous embête avec des mots de passe de longueur, de machin, etc. Les attaques, c'est attaque force brute, c'est-à-dire on teste toutes les combinaisons possibles. Ça peut paraître beaucoup, mais toutes les combinaisons possibles d'une série de 4 lettres, ça ira beaucoup plus vite à trouver qu'une série de 30 lettres avec des chiffres, des majuscules, etc. Ça, c'est des questions de statistiques. Je n'ai pas fait de mathématiques, mais je sais qu'effectivement, en probabilité, vous pouvez calculer très vite la vitesse. Autre paramètre à prendre en compte également, c'est ce qui est indiqué tout en bas d'ailleurs, je reviendrai après. Aucun mot de passe est inviolable dans le temps, c'est-à-dire que pour faire ces calculs-là, il y a des processeurs qui vont le faire. Les processeurs sont de plus en plus rapides. On voit arriver maintenant les ordinateurs quantiques qui vont multiplier par X les vitesses de résolution et de traitement de ces choses-là. Donc aujourd'hui, j'allais dire, on dit un peu comme ça, tout ce qui est crypté, tout ce qui est chiffré, pour être plus précis, tout ce qui est chiffré, les mots de passe de telle longueur, etc., ils vont tous être craqués un jour, forcément. Donc c'est une course en fait vers la puissance et la complexité. Voilà. Donc ensuite, attaque par dictionnaire, tester une série de mots issus de dictionnaires, les prénoms, les marques, etc. Donc ça, les hackers ont des dictionnaires. Dans vos mots de passe, vous mettez souvent des mots entiers pour pouvoir le retenir. Attaque par compromis temps-mémoire. Donc statistiquement, on s'appuie sur des calculs de probabilité d'apparition d'une lettre. Bon, effectivement, les lettres n'ont pas la même apparition qu'on soit avec un alphabet allemand ou que ce soit avec un alphabet français. Dans un cas, le E va apparaître beaucoup plus souvent que d'autres lettres, etc. Ce sera plutôt le W en Allemagne. Enfin bon, bref, vous regardez le nombre de points au Scrabble et vous aurez les vitesses, les rapidités en fonction du pays. Donc c'est des attaques qui sont assez sophistiquées, mais qui marchent très bien. Et les attaques indirectes, donc c'est capturer simplement le mot de passe au moment de sa saisie. Donc là, c'est vraiment le truc bateau de récupération. Bon, par exemple, si vous allez sur des postes de travail libres, dans des domaines libres, type un aéroport, des choses comme ça, ou un hôtel, vous rentrez le mot de passe sur le PC qui est libre, ou dans un café, un cybercafé ou autre, il y a fort à parier que quelqu'un a mis un keylogger derrière pour pouvoir effectivement récupérer le mot de passe que vous avez rentré. Donc ils ont tout, et puis ils n'ont plus qu'à récupérer ça derrière, et ils ont tous les gens qui sont passés avant. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les principes d'attaque. Alors, petit quiz. Alors, vous levez la main, on fait rapidement. Choisissez là où les bonnes pratiques pour les mots de passe. Alors, j'enregistre mes mots de passe sur chaque navigateur Internet. Levez la main ceux qui sont d'accord. Non? Bon, d'accord. Bon, ça va être facile. J'écris mon mot de passe sur un post-it que je cache sous mon clavier sur mon PC. J'espère que personne n'a envie de se détendre pour lever la main. Ensuite, je crée un mot de passe long et complexe dont je peux me souvenir facilement. Oui. Et j'utilise un porte-clés de mot de passe. Voilà. Bon, je ne dirai rien, mais il y en a qui n'ont pas levé la main du tout, donc ça veut dire que rien n'est bon. Donc voilà. Bon, en fait, vas-y, le résultat. Bon, les deux sont bons. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un coffre-fort. Si vous arrivez à utiliser des mots de passe longs et complexes dont vous vous souvenez facilement, long et complexe, on parle de phrase de passe maintenant, pas de mot de passe, donc vous mettez une phrase complète. Alors par rapport aux attaques par dictionnaire, petit conseil, incluez des fautes d'orthographe. Ça évitera de les retrouver dans le dictionnaire trop facilement. Il y a des moyens mnémotechniques effectivement pour faire des choses complexes à partir de mots relativement simples. C'est remplacer les O par les zéros, remplacer des I par des 1, des choses comme ça, pour effectivement intégrer des chiffres. Alors ça marche. C'est malheureusement, je dirais, c'est classique. On le fait tous. Donc à partir du moment où on le fait tous, un O par un 0, des choses comme ça, il est bon aussi de changer l'orthographe carrément. Mettre 2 T où il n'y en a qu'un, ou mettre un AU au lieu d'un O, par exemple, ou des choses comme ça. En plus, simplement que de remplacer une lettre par quelque chose qui ressemble, parce que c'est quelque part, c'est même déjà presque trop facile. C'est la base, hein, c'est déjà très, très bien, parce que déjà, vous passerez bien après d'autres. Mais il y a d'autres astuces, on va le voir après. Deuxième petit quiz, tiens. Voilà. Mon réseau Wi-Fi est sécurisé. Par la clé, souvent c'est une clé simple au début, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Un intrus se connecte à mon réseau pour effectuer des actions malveillantes, comme par exemple attaquer un site gouvernemental ou n'importe quel site d'ailleurs. Quel risque y a-t-il? 1. J'encours des sanctions.
Ouais, pas beaucoup de mains levées. Seul l'intrus encourt des sanctions. Non. L'intrus et moi encourant des sanctions. Donc là, voilà, on a une majorité. Et aucune sanction n'est encourue. Bon, ça, donc, okay. Alors, là-dessus, oui, et les choses sont en train d'évoluer aussi de plus en plus dans ce sens-là, en termes de responsabilisation, si j'ose dire. C'est que vous pouvez très bien vous dire, quelqu'un est arrivé par infraction sur comment s'appelle, mon réseau Wi-Fi. Donc quelque part, il y a atteinte illégale à un STAD, enfin un système de traitement et d'automatisation de données. Donc quelque part, il est déjà répréhensible parce qu'il est venu là-dessus. Mais simplement, si vous ne l'avez pas protégé assez, on va considérer qu'effectivement, vous n'avez pas fait la base de ce qu'il fallait faire pour le protéger. Donc là, on va considérer entre autres que lui encourt des sanctions parce que lui est rentré sur un système illégalement. Il n'avait rien à faire là. Mais par contre, du coup, maintenant, de plus en plus, vous aussi. Et d'autant plus, vous le voyez aussi avec le RGPD au niveau des entreprises, si on remonte d'un cran au niveau des entreprises, c'est que vous avez l'obligation de protéger les données de vos clients de manière forte. Et surtout de prouver comment vous le faites aussi. Il n'y a pas simplement que de le faire, mais aussi il faut le prouver, il faut faire des essais, des tests, etc. Voilà. Donc vas-y, la suite. Bon, donc ça, vous l'avez vu, la suite. Alors, le gestionnaire de mots de passe. Donc, qui en utilise déjà ici? D'accord. Ok, la moitié. Enfin, je donne le résultat à peu près pour ceux qui sont en ligne. Donc, à peu près la moitié des mains se sont levées. Donc, ça va être rapide. Donc, gestionnaire de mots de passe. Alors, qui ne sait pas ce que c'est déjà? On va peut-être poser la question autrement. Une personne? Deux? Oui, bon. Bon, très, très brièvement, le principe là-dessus, c'est de mettre tous les mots de passe de toutes. Alors, excusez-moi, je reviens en arrière. Premier principe, ne mettez pas le même mot de passe sur chacun des sites. Un mot de passe, il est unique sur un site et sur une connexion, même si l'identifiant peut être le même. C'est souvent votre adresse mail. Donc, vous avez un mot de passe par site, effectivement, que vous allez voir. On va le voir dans les recommandations. Donc, là-dessus, vous allez garder de manière sécurisée avec une phrase de passe. Alors, cette fois-ci, faites-la longue, avec des mélanges caractères, etc., des fautes d'orthographe, etc. Quelque chose que vous seul allez garder. Donc, rien lié à votre activité, ou à votre nom, à votre famille, ou des choses comme ça, mais une phrase, ça peut être un bouquin, un roman, la première phrase d'une poésie que vous aviez en primaire, ça peut être voilà, des choses comme ça. Quelque chose qui sera dur à trouver par rapport à votre contexte. Et puis celle-là, voilà, vous retenez ça, et à partir de là, quand vous allez sur un site, vous pouvez mettre n'importe quoi comme mot de passe, un truc avec des... D'ailleurs, maintenant, certains vous proposent des mots de passe forts. Quand vous vous connectez pour la première fois, ils vous disent, voilà, on vous a généré tel mot de passe. Alors, il y a 25 caractères avec des lettres, des chiffres, des machins dans tous les sens qui veulent absolument rien dire. Le principe, c'est derrière, vous stockez, copier-coller sur ce genre de choses, et vous avez vos sites sécurisés. Voilà, donc vous réutilisez votre mot de passe, c'est-à-dire que vous avez, une fois que vous êtes dedans, copier-coller sur le nom du site, et puis vous pouvez y aller. Alors vous avez plein de solutions. Il y a des didacticiels. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez les petits didacticiels aussi sur YouTube, sur comment utiliser ça, etc. Donc là, on en a cité quelques-uns, Zenipass, KeePass. Je crois que KeePass, enfin certains, et Upsign-On. Upsign-On, c'est le petit cocorico occitan. Upsign-On, c'est à Toulouse, c'est un membre de la mêlée. Donc n'hésitez pas, c'était la petite minute de pub. Voilà, donc c'était pour rester avec le caractère régional. Sinon, vous retrouverez aussi sur le site de l'ANSSI ceux qui ont été quelque part homologués et que vous pouvez utiliser. Alors certains sont gratuits, d'autres sont payants aussi. Vous avez un peu une offre là-dessus, mais en gros, le conseil, c'est effectivement utiliser ça. Ensuite, voilà, j'ai parlé de l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est le référent national en matière de sécurité. Donc l'ANSSI, sur son site, donc je ne sais pas si nos amis de l'ANSSI Toulouse sont en ligne, mais ils sont souvent associés à un certain nombre d'événements de la mêlée également.
Donc effectivement, il y a des guides qui sont extrêmement bien faits sur l'ANSSI et qui sont à la portée de tous. Donc vous avez des guides qui sont pour des TPE, PME, donc avec un certain nombre de recommandations simples, des recommandations sur la partie mot de passe, des recommandations sur la partie phishing, des recommandations aux voyageurs avec les risques encourus en partant dans un pays ou des choses comme ça. Donc des petits guides qui sont vraiment très très bien faits. Et puis vous avez des guides beaucoup plus complexes pour les grosses entreprises, bien sûr, parce qu'on ne va pas vous demander la même chose sur un système d'information. Vous avez des tas de guides avec tout ce qu'il faut faire sur vos paramétrages réseau pour en rentrer assez sécurisé. Voilà, donc alors quelques exemples de recommandations, mais tout n'est pas là, hein, il y en a beaucoup plus. Authentification multifacteur, c'est-à-dire quand vous vous authentifiez, il y a deux choses. Il y a d'abord le PC, ensuite il y a le téléphone, ensuite il y a, ça peut être un double mot de passe sur le mail qui n'est pas le même que celui-là. Enfin, voilà, il y a un code qui arrive, etc. Générer des éléments aléatoires avec un générateur de nombres aléatoires, ce que je vous dis tout à l'heure. On vous génère une clé absolument imbuvable. Et puis dans ce cas-là, allez le protéger. Petite astuce, si vous n'êtes pas trop geek, etc., si vous voulez déjà faire les choses simples, moi ce que j'avais l'habitude de dire, c'est que si plutôt que de garder, quand vous allez sur un site 2 fois par an, par exemple, vous achetez, je sais pas quoi, un téléviseur, vous n'allez pas en acheter toutes les semaines, et vous allez chez le marchand de téléviseurs, puis vous vous dites 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, il a claqué, il faut que j'y retourne. Mince, c'était quoi mon compte? C'était quoi mon mot de passe? Plutôt que de le marquer quelque part sur un fichier avec, ben voilà, j'étais chez AEG, machin, et puis j'ai tel mot de passe. Cela, à la limite, mettez tout de suite, il vaut mieux ne pas le marquer et mettre mot de passe oublié derrière avec moyen de récupération à différents niveaux. Vous recréez votre mot de passe et vous le faites. C'est moins dangereux que d'avoir ça, de marquer quelque part dans un fichier ou dans un téléphone en disant « Ah oui, sur celui-là, pour m'en rappeler, je vais marquer le mot de passe en clair ». Parce que vous faites piquer le téléphone, vous êtes fichu, quoi. C'est les petites astuces qui coûtent rien quelque part, mais qui permettent de régler une partie des problèmes. Voilà. Processus de renouvellement, alors c'est plus aussi pour les entreprises, renouvellement des facteurs d'authentification. Ne pas utiliser le SMS simplement comme moyen de réception d'un facteur d'authentification. Pourquoi? Parce que les hackers, ils le savent, ils récupèrent les SMS, ils récupèrent, vous demandez un SMS, c'est lui-même qui va le rentrer parce qu'on vous a effectivement dupliqué la carte SIM, le truc, etc. Donc ceux qui veulent vraiment rentrer quelque part, de toute façon, ils vont rentrer. C'est une question de temps et c'est une question de moyens qu'ils y mettent. Voilà. La longueur minimale sur les mots de passe, on en a parlé. D'où les phrases de passe maintenant, et puis les mots de passe, parce que ça ne suffit pas, les mots. Comme je vous ai dit, la puissance informatique va de plus en plus vite, et donc tout va être crypté, et puis j'allais dire, bêtement, c'est comme un cambriolage, c'est-à-dire que si votre maison n'est pas très sécurisée et que le cambrioleur a dit « je me fais toute la rue », il va regarder, hop, la porte résiste, il passe à la suivante, la porte résiste, il passe à la suivante, ah tiens, là, la fenêtre est ouverte, je rentre. Donc si votre mot de passe, celui qui n'a pas le temps, qui veut faire vraiment de la masse, si déjà vous lui faites perdre du temps quelque part, il ira plutôt chez le voisin que chez vous. Il vaut mieux être mieux protégé que son voisin, et là vous avez déjà une garantie. Par contre, si c'est le jour où c'est vous qui êtes ciblé pour une raison particulière, votre voisin peut avoir la fenêtre ouverte, de toute façon c'est chez vous qu'il veut rentrer. Donc là il rentrera, c'est une question de temps et de moyens. Donc voilà, autant dissuader et retarder, j'allais dire, l'attaque. Longueur minimale, mettre en œuvre des règles sur la complexité des mots de passe, ça c'est plutôt pour les entreprises. Hein, donc vous le voyez en tant qu'utilisateur exiger, et pourquoi il m'emmerde avec il faut mettre 2 facteurs machin, une majuscule, un chiffre, etc. Et donc du coup j'arrive plus à retenir. Voilà. Les bonnes pratiques, mots de passe différents pour chaque service. Ça on l'a vu, je ne sais pas si vous connaissez le site Have I Been PWEND là. C'est de savoir si effectivement votre mail ou votre numéro de portable a été hacké. Bon, moi je l'ai fait, bien évidemment, comme beaucoup de monde, oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à un moment donné, cet identifiant-là a été hacké quelque part, ça circule sur le net avec le mot de passe associé. Simplement, après, vous ne savez pas forcément sur quel site c'est, et si vous avez un mot de passe différent sur chaque site, c'est pas grave. Si vous avez le même mot de passe que vous utilisez sur 5 sites de commerce, potentiellement, le hacker, vous savez qu'il circule sur le net, votre mot de passe, donc vous avez intérêt à les changer partout. Voilà. Donc c'est à vous de changer tout partout si vous avez vu qu'effectivement cet identifiant a été hacké avec un mot de passe. Bon, si maintenant vous l'avez changé à chaque fois, ok, il a été hacké, so what, il ne va rien se passer, puisque de toute façon, il pourra rentrer nulle part ailleurs. Donc voilà, d'où l'importance de mettre sur chaque service.
Donc les majuscules, les chiffres, les caractères, on l'a vu. Plus c'est long et complexe, plus c'est difficile. Changer chaque fois que nécessaire. Voilà, si vous pensez qu'il a été divulgué, si le service vous l'impose. Alors ne communiquez jamais vos mots de passe à autrui, même vos collègues. Ça, c'est une petite astuce parce que toutes les entreprises n'ont pas... Alors, ça devrait, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a la théorie et puis il y a ce qu'on voit sur le terrain. Des fois, sur le terrain, on voit qu'on a un code, un identifiant générique, j'allais dire, du style compta machin chose, ou alors stagiaire je sais pas quoi, et puis vous avez 2 stagiaires qui se partagent une boîte mail. Le conseil, c'est à la limite, ou même quand vous partez en vacances, vous dites tiens, je pars 15 jours, je vais filer ma boîte mail ou mon identifiant à un collègue, parce que de temps en temps, les entreprises n'ont pas prévu des transferts comme ça, parce que c'est simple. Vous faites changement de mot de passe, vous rentrez votre mot de passe, hop, vous ne regardez pas, vous le filez au collègue, il rentre son mot de passe à lui, et puis quand vous revenez de vacances, vous faites l'exercice inverse, ce qui fait qu'aucun mot de passe de l'un et de l'autre ne circule, et on peut tracer, parce qu'on sait que vous étiez absent à ce moment-là, de qui s'est connecté à quel moment et sous quel mot de passe, tout en n'ayant jamais échangé de mot de passe, mais en utilisant le même lien. Voilà, c'est les petites choses qui sont très pratiques, parce que encore une fois, c'est très fortement déconseillé. Normalement, chaque personne doit avoir un identifiant bien spécifique, parce qu'en termes de traçabilité, on doit savoir à un moment donné qui est rentré à quel endroit, sur quel système d'information, pour faire quoi. Ça, c'est la règle b.a.-ba de la sécurité. Mais ce n'est pas toujours possible dans tous les cas. Constat de ce qui a été réalisé dans une entreprise, c'est les mots de passe, effectivement, sont cachés sous le clavier. Très classique, mais si quelque chose de malveillant ou intentionnel ou non d'ailleurs, je pense, a été fait sur le système d'information, ça devient de la responsabilité de celui qui a laissé le mot de passe sous le clavier. Donc c'est un problème de responsabilité, on l'a dit encore. C'est effectivement, il faut faire attention à celui qui est garant de la sécurité. Attendez, je crois qu'il y a une question. Alors, des questions en ligne qui m'est envoyée. Des solutions françaises et fiables pour gérer les mots de passe. J'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Pour les coffres-forts de mots de passe, vous avez même une solution occitane plus que française. Et puis les autres, donc ça c'est Upsign-On. Après les autres, il faut aller sur le site de l'ANSSI. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, effectivement, parce que j'en ai pas moi-même la connaissance, donc je ne vais pas dire de bêtises, sur qui est français, européen, américain, israélien ou autre. Je ne les connais pas en termes d'origine, j'allais dire, ou capitalistique. La seule chose, c'est qu'aller sur le site de l'ANSSI, l'ANSSI étant l'organisme français, c'est eux qui font de toute façon les agréments en fait, des solutions. Et moi, je ferai plus confiance à ça pour répondre à cette question, de m'en référer, j'allais dire, aux sachants au niveau national. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors ensuite, oui, il y a un certain nombre de choses. Ça complète juste un tout petit peu ce qu'on a dit que je n'avais pas mentionné. Donc c'est au niveau sécurisation des systèmes d'information dans les entreprises. On voit de plus en plus maintenant des certifications avec des lecteurs d'empreintes ou des petites clés de sécurité qui se rajoutent effectivement que vous avez sur vous, sur lequel vous devez vous authentifier, ce qui fait que n'importe qui peut passer sur le PC, on ne peut pas arriver à le faire. Des verrouillages de compte après plusieurs tentatives. Bon, au bout de 3 tentatives, le compte est révoqué. Bon, ça, c'est déjà les banques le font parce que vous faites 3 tentatives. Il faut que vous alliez voir votre agence ou vous téléphoniez à l'agence pour qu'ils vous renvoient par courrier, papier, je ne sais pas quoi, un code de carte bleue que vous avez perdu, des choses comme ça. Donc, il y a des choses qui se font pour toujours le même esprit. C'est retarder et ne pas faciliter les choses. De bonnes pratiques. Mise à jour des logiciels, authentification forte au réseau, vérifier la qualité de votre site web. Bon, ok, gestionnaire de mot de passe. Non, tu peux passer à la suite. On va y aller. Voilà. Alors, vous avez tout un tas de choses d'entraînement. Comme je le disais, il y a un certain nombre de sites, dont celui de l'ANSSI, qui sont extrêmement bien faits. Vous pouvez vous tester. Vous pouvez aussi essayer de reconnaître les pièges. Bon, c'est pour le phishing. Si vous êtes dans les entreprises, méfiez-vous.
Des fois, les entreprises, nous, ça nous arrive, enfin, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ça nous arrive, on a reçu il n'y a pas longtemps une campagne avec un faux mail qui est arrivé, avec bien évidemment une pièce jointe venant soi-disant de la RH qui dit voilà, vous devez repayer la cantine, je sais pas quoi, machin, mais sauf que le HTTP était volontairement avec une erreur ou un truc pour voir si les gens suivent. Et puis il y en a plein qui cliquent dessus, qui vont ouvrir la pièce jointe et puis c'est terminé. Donc c'est des fausses campagnes de phishing, mais entraînez-vous et faites-le. Sinon, vous avez le MOOC de l'ANSSI qui est très très bien fait pour ceux qui sont un peu geeks et qui veulent aller vraiment dans les sujets de cybersécurité, ou si vous vous intéressez à ces métiers-là plus tard et que vous n'y êtes pas encore complètement, allez-y parce que vous aurez le vocabulaire, vous aurez le contexte, vous aurez tout, y compris sur les réseaux. Est-ce que certains y sont déjà allés? Oui, donc 3-4. Vous me confirmez juste, ils sont bien faits? Oui, donc voilà. Donc vous avez le témoignage, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, pour les guides de l'ANSSI, on en a parlé. Vas-y. Passe sur la suite. Pour approfondir, bon, c'est les infos utiles, mais vous irez les chercher sur le net. Vas-y, continue. Les guides de l'ANSSI, j'en ai parlé. Les bonnes pratiques, la cybersécurité pour les TPE, PME. Vas-y, continue. L'opération de la mêlée, alors, tous en ligne maintenant. Donc la mêlée a réalisé une opération, mais je crois qu'elle continue encore sur le début de l'année 2023. Ça s'adresse surtout aux entreprises, aux PME. C'est une forme de coaching, des sessions d'une dizaine d'heures qui sont financées à 100% par BPI France. L'objectif de la mêlée, c'est de se mettre au cœur en tant que facilitateur du numérique en Occitanie, comme vous l'avez vu. Et donc, on participe à ce genre d'opération pour, effectivement, donc, on a un financement quelque part, mais l'objectif étant d'avoir le maximum de TPE et de PME qui n'ont pas forcément l'argent. Il faut déjà qu'ils aient le temps. Déjà, c'est déjà beaucoup pour eux. Et pour effectivement améliorer leur posture de sécurité. Voilà. Et je terminerai sur le dernier slide, qui est le portail Cyberrock, qui est donc partenaire effectivement majeur de cette initiative, qui travaille sur 5 thématiques phares. Donc Cyberrock, c'est le portail de la région. Donc là, on est vraiment au niveau de la région. Et on travaille sur aussi bien la sécurisation des produits, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués en Occitanie, qui sont pour l'ensemble ça peut être des objets connectés, ça peut être des choses comme ça. Tout ça, ça se sécurise. Et donc, il y a tout un tas de travail qui est fait en amont autour des technologies pour faire du secure by design. Donc ça, c'est important. La sécurisation des TPE, PME, comme vous l'avez vu, l'Occitanie, c'est pas que Montpellier et Toulouse. Il y a tout un tas de territoires autour, donc on essaye effectivement d'étendre le sujet au niveau des territoires, et Cyberrock s'y emploie également en tant que portail, pour recenser en cas de pépin qui sont les entreprises qui sont référencées, qui sont locales. Quand vous êtes à Mende, vous n'allez pas forcément chercher quelqu'un de Toulouse pour vous régler un problème le jour où vous êtes attaqué. Donc ça veut dire qu'ils vont effectivement essayer de mettre en relation les gens avec des gens de Mende qui sont effectivement membres, mais qui ne se connaissent pas forcément, mais qui peuvent effectivement apporter des solutions. Donc c'est vraiment l'origine, c'était un portail de mise en relation, et ça s'est enrichi avec pas mal de choses. Tout ce qui est recherche, innovation, et puis réponse aux attaques avec la mise en place d'un CSIRT à l'échelle de la région, qui est piloté par Cyberrock. J'en ai terminé. Voilà. Donc l'idée, c'était de vous illustrer dans cet atelier en fait un peu des types de métiers. Et pas forcément, alors pour refaire le parallèle avec le joystick, c'est-à-dire pas forcément des métiers de technicien ou de super technicien, mais c'est pour expliquer effectivement que la cybersécurité, c'est un des éléments du numérique. Et encore une fois, quand on le voit et quand on sait que je suis aussi officier de réserve de gendarmerie et qu'on voit les gendarmes, on va se dire c'est encore des gens qui vont nous empêcher de faire du numérique. Si on rajoute de la sécurité, ça va être plus long, plus compliqué, plus cher, etc. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer le contraire et d'expliquer que si vous ne le faites pas, vous aurez plein d'idées numériques, mais si vous prenez un mur parce qu'il y a une attaque à un moment donné, tous vos efforts seront vains. L'objectif, il est vraiment d'essayer d'éviter ça au maximum en sécurisant dès le départ toute initiative de numérisation. Voilà, je vous remercie de votre attention.